Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'ESP32. Aujourd'hui, on va parler de RFID. Allez, on commence par les généralités. L'identification par radiofréquence, eh bien, ça permet de détecter et identifier tout un tas de choses, des objets, des animaux, des hommes, etc., etc. Tout se passe à distance, on parle de NFC pour communication en champ proche. Généralement, on a un lecteur fixe et des choses distantes, mobiles, sur lesquelles on a placé des étiquettes. Ces étiquettes, appelées tags, peuvent prendre différentes formes, par exemple en capsule porte-clés ou en étiquette fine, très fine, autocollante ou pas, petit jeton ou en boîtier transparent, ce qui permet d'ailleurs de voir à l'intérieur une bobine avec des spires en cuivre et une petite puce. C'est très fin et intégrable dans une carte type carte de crédit. La forme de l'antenne va varier suivant les fréquences de fonctionnement. Dans tous les cas, les tags ne contiennent pas de source d'énergie. C'est très intéressant donc pour les systèmes embarqués. Pour fonctionner, le tag va récupérer de l'énergie de l'onde radio qu'il reçoit, ce qui lui permet ensuite de communiquer avec l'équipement fixe appelé lecteur. Alors ce terme est générique car certains lecteurs peuvent aussi bien fonctionner en lecture et en écriture. En fait, tout dépend du tag et de la nature de son contenu, modifiable ou pas. On résume, un tag, c'est un truc mobile, sans énergie, qui contient une puce électronique et une antenne. Le lecteur, généralement fixe, va émettre des ondes radio dont une partie de l'énergie sera récupérée par le tag et cette alimentation va lui permettre de renvoyer des données au lecteur. Alors, quand on parle d'ondes radio, on parle forcément de fréquences. La RFID peut utiliser différentes bandes. En BF, basse fréquence, on trouve une bande possible entre 120 et 150 kHz. Plus haut, dans la bande HF, c'est juste le 13,56 MHz. En ultra haute fréquence, deux possibilités, soit le 433 MHz, soit une bande vers le 865 MHz. Et enfin, la super HF, ce sont les mêmes bandes que le Wi-Fi, avec 2,4 et 5,8 GHz. Et on remarquera que la fréquence a un impact direct sur la portée du lecteur. Le choix des fréquences va donc dépendre du type d'utilisation. Exemple, le contrôle d'accès, utilisé entre autres pour les chambres d'hôtel. Le badge du client contient le tag RFID et le lecteur est sur la porte. Là, on est en basse fréquence, 125 kHz ou HF 13 MHz. La portée est de l'ordre de la dizaine de centimètres. Pour identifier les animaux, ce sont aussi des puces RFID. Et ces puces-là ne grattent pas, bien sûr. La puce, toute petite, est injectée dans le cou de l'animal. Le lecteur doit fonctionner à une fréquence imposée, c'est une basse fréquence, en l'occurrence de 134,2 kHz. Pour le paiement sans contact, c'est aussi RFID. Alors par sécurité, distance courte de fonctionnement, donc pas de très haute fréquence. La norme, c'est 13,56 MHz. Alors malgré ça, certains pirates pourraient arriver à se connecter en se rapprochant de vous. Si vous êtes habitué à ce que des gens viennent se coller à vous, sachez qu'en plus du karaté, vous avez la possibilité d'utiliser des étuis de protection pour les cartes RFID. Elles fonctionnent sur le même principe que la cage de Faraday, qui bloque les champs électromagnétiques, y compris les ondes radio. Petit rappel, Faraday, c'est Michael,
On lui doit une multitude de recherches en électromagnétisme et la découverte du principe de la fameuse cage qui protège de toutes les ondes extérieures. Certains s'amusent même à vérifier le truc avec du simple grillage. Bon là, attention, on est un peu limite quand même, hein. Plus sérieusement, les étiquettes anti-vol pour les articles de supermarché. Et notamment chez Decathlon, qui a même étendu la technologie sur toute sa ligne de logistique, depuis l'usine de production jusqu'aux caisses, avec détection automatique des articles directement dans le panier. Autre chose, pour les papiers d'identité, on voit ici en bleu la puce RFID. Non, je déconne, là je crois que c'est un timbre fiscal peut-être. Par contre, sur les passeports dits biométriques, avec le logo bizarre en bas, on a un tag RFID inséré dans une feuille du passeport, fréquence de 13,56 MHz, là aussi pour limiter la portée des lecteurs. Moins de problèmes de sécurité avec la logistique grand public. On peut se permettre d'aller plus haut en fréquence, généralement 433 MHz. Le tag est alors intégré avec l'étiquette qui comporte aussi d'autres techniques d'identification. Dans la production industrielle, RFID aussi, avec le besoin d'identifier toutes les pièces. Exemple dans les nouvelles usines BMW, des tags super haute fréquence et donc détection de loin pour plus de simplicité et de fiabilité. Et dans la détection de loin, on peut aussi citer le championnat de foot aux US qui utilise depuis 2015 la RFID. Vous allez comprendre pourquoi. On place des tags RFID dans les tenues des joueurs. On a des lecteurs qui sont en haut dans le stade et on va pouvoir récupérer les informations de chaque joueur. On voit ici sur les petites étiquettes. Et dans le système de supervision, on retrouve chaque joueur identifié. On peut faire des statistiques sur son comportement. On peut voir les déplacements. On peut voir comment les groupes se forment, comment ils se déplacent. On peut voir, mesurer la vitesse, les écarts entre les joueurs. Bon, bref, plein de statistiques pour surveiller le comportement individuel de chaque joueur. Allez, on passe maintenant au fonctionnement détaillé. Je rappelle le schéma de principe où l'on voit que le tag envoie les informations qu'il contient en utilisant une rétromodulation et qu'il peut le faire grâce à l'énergie produite par l'antenne du lecteur. Alors pour comprendre, je vais commencer par les systèmes à couplage magnétique. On voit ici que le lecteur comporte une bobine L1 qui va émettre un champ magnétique. Une partie du flux magnétique va traverser la bobine L2 qui est placée dans le tag. Les deux bobines L1 et L2 sont donc couplées magnétiquement, avec un certain coefficient de couplage bien inférieur à 1 si les bobines sont éloignées. Autre point important, le tag envoie les informations qu'il contient en utilisant une rétromodulation. Alors, avant de parler de rétromodulation, commençons par la rétrodiffusion. Faisons simple, c'est comme l'écho d'une onde sonore. Dans certaines conditions, il y a retour à l'envoyeur d'une partie de l'onde émettrice. C'est notamment le cas si on crie devant une falaise ou un grand mur. Essayons de comprendre avec une petite simulation. Alors, le simulateur que j'aime bien, c'est falstad.com, c'est en ligne, c'est gratuit, ça fait beaucoup de choses, notamment les circuits électroniques, j'en parlerai tout à l'heure, ou les applications physiques, ce que je vois maintenant avec les ondes en 2D. Voilà, je vais le mettre en gros plan. Et je vais tout de suite placer une source d'onde ponctuelle
Voilà. Et je vais démarrer. Clear. Voilà. Donc l'onde se propage. Je vais la mettre sur la gauche pour faire style, c'est l'antenne du lecteur RFID qui envoie son onde électromagnétique. Voilà. Alors au niveau des ondes, hein, pour faire simple, je vais me mettre en 3D, je vais faire clear. Eh bien, on peut voir une onde comme des gouttes d'eau qui tombent à la surface d'un lac et on voit cette variation qui se propage. Et si on est sur un point fixe, par exemple à ma souris, eh bien on va voir une variation sinusoïdale du phénomène. Donc voilà, cette variation, je vais la remettre en 2D et je vais mettre un probe, c'est-à-dire une sonde qui va mesurer bien, ce qui se passe à un endroit donné. Donc là, je l'ai mis à cet emplacement-là. Voilà, donc on voit une variation sinusoïdale. La fréquence, elle est de 100 kHz. Je l'avais choisi comme ça. On est assez proche des 125 kHz du lecteur que je vais utiliser tout à l'heure, hein, pour donner du réalisme. Bien sûr, si je m'éloigne, eh bien l'onde est plus petite. Et si je me rapproche, l'onde a une amplitude plus grande. Bon, là, rien de mystérieux. Bien sûr, si je place un obstacle entre les deux, je vais mettre un mur, hein, comme sur l'exemple de la falaise avec le son, là. Je vais mettre le mur ici, là. Et bien forcément, quand on est derrière le mur, on capte plus rien. Et par contre, devant, vous voyez, il y a un phénomène étrange. Je vais faire clear pour voir ce qui se passe. Donc au début, tout va bien. Et là, on voit bien que l'onde se propage en sens inverse, elle rebondit entre guillemets contre le mur et on voit la variation qui va dans l'autre sens, d'où le terme rétro-propagation. Et bien sûr, si on se met, je vais refaire clear, stop. Si je me mets devant ici, on va observer au début l'onde normale et ensuite l'onde avec sa réflexion. C'est-à-dire que là, c'était l'onde normale et on a rajouté, il y a eu rajout du fait de la réflexion de l'onde. Donc, quand on est en ce point, on voit plus. Et ça, c'est, je le relance, et ça, c'est ensuite en régime permanent. Mais là, à ce point, c'est pas tellement intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est que si je me mets au niveau de mon lecteur, c'est-à-dire que si l'antenne émet et reçoit, eh bien, je vais recevoir là aussi quelque chose qui s'est propagé et rétro-propagé. Et même, je peux faire une modulation, c'est-à-dire que je peux changer au niveau de l'antenne du tag quelque chose et on voit que ce quelque chose a eu une incidence. Donc, si j'ai un effet, donc si je modifie quelque chose, en vrai, ça va être l'impédance de l'antenne, eh bien, je vais pouvoir détecter cette variation de l'autre côté. On le voit. On voit qu'il y a eu un changement. Et donc, si je module, si je fais 1, 0, 1, 0, 1, eh bien, je vois des changements. Alors là, je m'y prends un peu comme un manche. Il faudrait que je mette comme ça, sur le blanc, sur le noir, pour voir des effets significatifs. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a eu une variation et que cette variation qui est détectée au niveau du lecteur, là, cette variation, elle a été générée par un changement de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau du tag. Je reprends mon schéma de principe. L'émission de l'onde, c'est le job du lecteur, c'est ici en rouge. Ensuite, le tag rétrodiffuse une partie que le lecteur va pouvoir exploiter.
Dans le détail, l'antenne du lecteur émet une onde, le tag la reçoit, en récupère de l'énergie qui va servir à moduler l'impédance de l'antenne en tout ou rien selon la séquence binaire à envoyer. L'onde réfléchie est donc modulée en amplitude conformément à la séquence binaire. Et le lecteur pourra retrouver cette séquence par démodulation. Sur certains tags, il est possible aussi de modifier le contenu pour les reprogrammer. Dans ce cas, le lecteur alimente l'antenne avec une modulation. Le tag récupère toujours de l'énergie pour son fonctionnement interne. Et il démodule également le signal pour retrouver les informations binaires et modifier le contenu de sa mémoire. Exemple ici, la structure d'un tag avec lecture et écriture. La diode et la capa du haut servent pour la récupération d'énergie. Le circuit du dessous est un détecteur de crête, ce qui réalise l'extraction des données binaires. Et enfin, en bas, le transistor qui module l'impédance de l'antenne entre deux valeurs, ce qui réalise une rétrodiffusion modulée en binaire. En conclusion, et pour simplifier, voici le schéma d'un système, ici avec un lecteur qui ne sait que lire. Avec un couplage inductif, la rétromodulation se comporte de façon similaire à un transformateur dont on fait varier l'impédance au secondaire. Pour continuer, essayons de voir maintenant comment sont codées généralement les informations en RFID. Parmi les protocoles les plus simples, on trouve le EM4100. Il permet de coder une donnée de 32 bits avec des systèmes de sécurité par parité, plus des bits de start et de stop, ce qui donne au final une trame de 64 bits sur la liaison radio. Et ces bits sont transmis en modulation d'amplitude comme vu précédemment. Autre protocole très utilisé, le 4200, par exemple dans l'identification des animaux. Les trames sont de 128 bits avec une structure bien définie. La modulation est ici réalisée par déplacement de phase, donc plus compliqué. Autre protocole, le RAIN RFID, et ce n'est pas une blague, même sur la documentation technique officielle, il y a une fille avec un parapluie. Sûrement une raison qui m'échappe. En tout cas, c'est très utilisé pour les systèmes UHF. Et ça utilise une modulation avec déplacement d'amplitude. Bon bref, assez de généralité, passons à une petite démo. Je vais utiliser pour ça un lecteur de type terrier brésilien et une puce de type très agressive. Mais non, pauvre toutoune, va. Je vais plutôt utiliser des tags parallaxe avec un boîtier transparent. On voit bien ici la puce et la bobine. Ce sont des tags que l'on ne peut que lire. Le contenu, c'est 8 octets de données, donc 64 bits, gravés à la construction par le fabricant. Ce sont des tags à 125 kHz, donc portée réduite. Le protocole radio, c'est le EM4100 avec des trames de 64 bits. Pour comparer, je vais aussi utiliser des tags encapsulés avec bien sûr la même fréquence et le même protocole que les autres. Et voici maintenant le lecteur avec naturellement une bobine associée. Il fonctionne en 125 kHz, normal, sinon je ne pourrais pas lire mes tags. Système relativement simple, même protocole bien sûr que les tags que j'ai achetés. Et les données lues sont ensuite renvoyées par une liaison série toute simple. Vu de plus près, voilà la bête.
La partie analogique avec l'antenne et des amplis up. À gauche, la partie numérique avec un microcontrôleur, bien sûr. Vu de loin, ça ressemble à un schéma comme ça que j'ai trouvé sur Internet. Sûrement pas exactement le même, mais qui doit être assez proche de celui du lecteur utilisé. Il est assez simple, je vous donne le principe de fonctionnement avec une petite simulation. Je commence avec le circuit où on va retrouver l'antenne, donc la bobine, et un circuit résonant LC. J'ai repris la même valeur que le gars sur son schéma, 1,5 nanofarad. Et ce circuit résonant va être excité à partir du MOS que j'ai simplifié en juste un interrupteur ouvert-fermé ici, et qui est commandé en tout ou rien, une sortie PWM du micro à 125 kHz. Donc si je regarde ce qui se passe ici, bah, c'est tout bêtement un créneau à 125 kHz. Et le fait que l'on sollicite un circuit LC, il va y avoir une résonance si les valeurs de L et C sont bien choisies. Alors, je vais demander à ChatGPT, alors combien ça? Oui, ben, la formule de la fréquence de résonance, elle est là. 1 sur 2 pi racine de LC, sachant que moi j'ai eh bien 125 kHz, 1,5 nanofarad, ça veut dire que c'est 1 millihenri qu'il faut ici. Si jamais on a moins, bah, ça va marcher moins bien. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais mettre ce qui se passe sur le circuit. Donc, on voit la résonance, donc une belle sinusoïde. Si je change la valeur, eh bien, on voit, je vais mettre 1 millihenri. Eh bien, on voit que là, c'est bien mieux. La résonance génère une tension plus grande. Si je vais plus loin, par contre, ça va rediminuer. Ça va rediminuer, donc on voit bien qu'il faut être à la bonne valeur, ce qui va donner le nombre de spires, une centaine de spires, hein, si on fait le calcul. Et donc, voilà notre circuit oscillant. On voit que la tension est élevée à 30-40 volts, normal, voire théorie des circuits oscillants. Alors, la bobine qui est là, c'est pas une bobine toute bête, hein, puisque c'est l'antenne, et en fait, elle va être couplée à la bobine du tag RFID. Donc en fait, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus réaliste, et je vais montrer qu'il y a une bobine ici, oui, une bobine de 1 millihenri, on est d'accord, mais qui est couplée avec la bobine. Alors le couplage se fait par l'air, pas avec un noyau ici. Et de l'autre côté, eh bien, on va récupérer de l'énergie et le tag va moduler l'impédance de charge au niveau de l'antenne et on va voir ce qui se passe. Donc, si on regarde au niveau du lecteur, donc qui est loin, qui est distant, hein, lorsque le tag RFID va eh bien, changer d'état, on voit que ça a un impact sur la charge ici ramenée au primaire, hein, si on raisonne comme un transformateur, et donc que ça change et donc, on va créer une modulation d'amplitude suivant que le tag envoie un 1 ou un 0, 1 ou 0. Et donc, c'est cette modulation d'amplitude qu'il va falloir détecter de l'autre côté. Alors là, le couplage était excellent, hein. J'ai mis un bon couplage pour qu'on voit bien les choses. Sur un couplage avec deux inductances à R, c'est beaucoup moins, hein. C'est pas 1, c'est 0,1, 0,2. Mais bon, pour l'explication, ça ne change rien, c'est juste que les formes seront plus jolies. Pour eh bien, détecter et démoduler finalement, un grand classique dans les montages, c'est le détecteur de crête, donc une diode avec un circuit RC. Et bah, si on regarde ce qui se passe sur cette sortie ici, on voit eh bien, que l'on détecte bien la crête. Une fois que l'on est chargé, bah, le condensateur se charge à la crête et reste à la crête grâce à la diode. Et on voit donc que si jamais le tag RFID change son état, je vais accélérer un peu là parce que le circuit RC peut-être. Voilà. Donc on voit eh bien, que la crête suit. Et donc au niveau du signal vert qui se trouve ici, on a bien un changement,
Et pour mettre ça en forme, eh bien, le circuit que voici. Alors, c'est des ampli hop, mais ça va fonctionner en commutation. Une capacité de découplage, et on ne récupère finalement que les variations du signal vert. Je vous passe les détails, il y a un seuil, on détecte un seuil, si on est au-dessus du seuil, bon bref. Ça, c'est tout simplement de la mise en forme du signal carré que l'on a trouvé ici. Je montre quand même, je le mets ensemble. Voilà, je remets lui, hop, pardon, à la sortie. Voilà, ici. Et hop, lorsque l'on a là, alors faudrait grossir un petit peu parce que c'est le signal vert qui change. Je vais arrêter. Je vais propriété, je vais mettre une échelle manuelle un peu plus petite pour qu'on voit deux. Ok. Run. Je vais même enlever ça, on a compris maintenant comment ça fonctionnait. Et donc, on voit 0, 1, 0, 1, 0, 1 qui sont récupérés en fonction bien de l'état 0, 1 de l'autre côté. 0, 1, 0, 1. Ok, alors on a compris que la partie analogique permettait de récupérer les 0 et les 1 contenus dans le tag. 0 et 1 que l'on va ensuite envoyer dans un microcontrôleur pour qu'il construise une trame exploitable. Dans notre cas, protocole série UART. Dans le vrai lecteur, c'est pas le même micro qui est utilisé, c'est celui-ci avec une petite architecture 8 bits et de la mémoire intégrée EEPROM pour stocker le programme. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, il est déjà tout programmé, prêt à l'emploi. Le lecteur fournit donc ces données sur une liaison UART, vitesse imposée à 9600 baux. Données que l'on va récupérer sur un ESP32 pour les renvoyer sur un ordinateur. Et là aussi, une liaison série, pas la même que l'autre bien sûr, celle-ci passe par un câble USB. Câble USB qui va aussi permettre d'apporter l'alimentation à l'ESP32. ESP32 qui va pouvoir à son tour alimenter le lecteur qui envoie ses données depuis son TX que l'on va raccorder à un RX de l'ESP32. On résume le câblage du lecteur, 2 fils pour l'alimentation en plus 5 volts et le fil jaune pour la liaison série. J'ai choisi la pin 16 qui est le RX de l'UART numéro 2 de l'ESP32. Allez, on passe aux choses sérieuses. Sur le lecteur, presque rien à faire. Juste vérifier que le petit cavalier est bien en position U pour UART. L'autre position W, c'est pour un autre protocole. Sur le SP32 maintenant, 2 choses à faire. Premièrement, faire le code pour récupérer ce qui vient du lecteur par la première liaison série. Et deuxièmement, faire le code pour renvoyer les données sur l'écran de l'ordinateur avec une autre liaison série. Allez, c'est parti. Alors, programme très simple pour commencer. À l'initialisation setup, eh bien, on va démarrer l'UART principal, c'est-à-dire la liaison série principale sériale, là, avec une vitesse de 115 200. J'ai choisi cela parce qu'elle est rapide. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de paramétrer ce moniteur à cette vitesse-là, 115 200 à ce niveau. Ensuite, la liaison série qui va être associée au capteur RFID, donc qui va récupérer réception sur la pin 16, ce que fournit le lecteur RFID sur son TX. Et donc, eh bien, je le paramètre à 9600 parce que justement, c'est imposé par le lecteur. Il fonctionne uniquement à cette vitesse-là. Donc, la liaison série maintenant est prête à recevoir des caractères.
Et c'est ce que l'on va faire dans la boucle principale, où on va faire une lecture du résultat. Cette lecture va sauvegarder la valeur, la chaîne de caractères et renvoyer un trou quand c'est effectué. Donc une fois que c'est lu, je peux l'afficher sur mon moniteur et on le voit ici, ma chaîne de caractères est affichée et ça c'est ce qui correspond à la longueur de la chaîne de caractères. Une fois que ce sera fait, on va effacer cette chaîne. Alors comment on va faire ça? Je vous montre déjà. La chaîne de caractères, elle est déclarée ici, 20 caractères maximum, c'est largement suffisant. Et l'index, donc le nombre qui va me permettre de me repérer dans les différentes cases du tableau de caractères. Si je regarde la fonction effacer qui est toute simple, je pars de 0 jusqu'à la fin de la chaîne. Je place, là j'ai placé un espace, mais en fait on n'était pas obligé. Ce qui est important quand on veut effacer la chaîne, c'est de repartir de 0. Et ensuite on pourra réécrire à partir de 0 jusqu'à le dernier caractère qui a été rempli. Alors on le voit où? On le voit ici, lecture. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la lecture, on fait appel à la méthode qui nous dit s'il y a quelque chose de reçu sur la liaison série, donc reçu depuis le lecteur. Et si c'est le cas, et tant que c'est le cas, on va récupérer les caractères, donc read, les lire, un par un. Donc là, je récupère le caractère lu et je le stocke, ce caractère lu, dans ma chaîne à l'emplacement. Au début, ça commencera à 0, 1, 2, 3. Au fur et à mesure, on va incrémenter. On va dans cette boucle, balayer toutes les cases du tableau, c'est-à-dire de la chaîne de caractères. Une fois que c'est fini, on renvoie true et donc on repart sur le programme principal. Allez, petite démo. Voici donc mon montage prêt à fonctionner. Je vais approcher un premier tag et je vois apparaître ma chaîne de caractères. La voici, elle est là. Je peux en placer, je peux remettre le même tag si je veux. Et on voit à nouveau la lecture et on remarquera que le contenu est le même. Je peux placer un autre tag, le petit, et là, on voit un autre code puisque le code est unique pour chaque tag et là, on a une autre valeur. Alors, j'ai maintenant placé un oscilloscope sur la liaison série et je vais regarder lorsque j'envoie un tag. Voilà, donc on voit passer, on voit passer une trame à chaque fois. Je vais faire un petit zoom là pour y voir plus clair. Donc on voit des trames passer. Je vais bloquer tout ça. Voici la première trame, celle correspondante à la première lecture du tag. Elle comporte donc 14 caractères et dure environ 16 millisecondes, mesure réalisée à l'oscilloscope. On en déduit donc que la transmission d'un caractère dure environ 1 milliseconde. Si on zoome sur un caractère, on voit une succession de bits. Selon la documentation technique du lecteur, la liaison série, c'est avec une donnée sur 8 bits sans parité et un bit de stop qui dure bizarrement le temps de 2 bits. Étrange, mais c'est ce que l'on voit aussi sur l'oscillo. Ce qui donne au final 8 plus 1 plus 2, soit 11 bits pour un caractère. On peut ainsi vérifier la vitesse de transmission, mesurée ici à environ 9524 baux, donc conforme avec les 9600 donnés par le fabricant. Si on enlève le start et le stop, on retrouve la donnée sur 8 bits. En replaçant dans le bon ordre, on trouve ici 0x31. Cette valeur est codée en ASCII, donc ça signifie que le lecteur a transmis ici le caractère 1.
Si on essaye de déchiffrer complètement la trame, le premier caractère, il est au début, normal. Sur l'oscillo, je cale aussi le début et on trouve 0x02 pour le premier code. Ce qui donne avec la table le caractère spécial Start of Text. Et en effet, c'est bien ce que donne l'ESP32 avec le petit ST sur le moniteur. On peut continuer avec le deuxième caractère. On trouve ici 0x30 et ce code correspond au caractère 0, donc idem à celui affiché sur le moniteur. Allez, pour le fun, encore un. Le troisième code, c'est 0x34, donc le caractère 4, donc c'est raccord avec l'affichage sur le moniteur. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, où on trouve un caractère spécial, le end of text, avec son code 0x03, que l'on retrouve toujours à la fin d'une trame. Ok, ben allez, on retourne au programme. Allez, petite amélioration dans le code, je vais rajouter cette condition if, là. C'est-à-dire, si le caractère est inférieur à 31, je ne le prends pas en compte. Pourquoi 31? Parce que ça fait 0x20, c'est-à-dire tous les caractères spéciaux de la colonne de gauche de la table ASCII. Donc là, ça veut dire que je récupère que les caractères normaux, c'est-à-dire que je vire les start et end of text de ma trame. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais faire également un saut de ligne là, et on va regarder ce qui se passe. Terminal. Voilà, je remonte un peu. Pour l'instant, rien du tout. J'amène le tag numéro 1. Le tag numéro 1, le voici. Et on voit bien que le start et le end of text ont été retirés. Je remets le tag, je le remets encore. Je mets l'autre tag, le numéro 2. Et je le remets. Et voilà. C'est plus propre comme ça. Allez, nouvelle amélioration. Maintenant que je connais le contenu des tags, je vais les déclarer comme des constantes et je vais essayer de les identifier à chaque fois qu'il y a une nouvelle lecture. Donc je vais rajouter une fonction identifier la chaîne. Et si c'est une chaîne non nulle, c'est-à-dire si elle a bien été lue, je vais faire une string compare, c'est-à-dire une comparaison entre la chaîne que je viens de lire et les constantes que j'ai déclarées. Donc là, en l'occurrence, la première constante qui correspond au tag 1, et je le signifie si jamais c'est bien lui. Si c'est pas lui, je vais comparer avec la valeur du tag numéro 2. Et si c'est le cas, c'est bon, sinon c'est pas bon. Et j'ai plus qu'à rajouter dans mon programme, identifier chaîne, ici dans la boucle principale. On regarde ce que ça fait. Serial monitor. J'arrive avec le tag numéro 1 que vous ne voyez pas, mais on va le voir s'arriver. Voilà, tag numéro 1, je le remets. Tag numéro 1, ok. Je vais mettre le petit qui était le numéro 2, qui commençait par 0, 1, 1, 1, là. Je le remets pour bien voir. Voilà. Et j'amène un tag inconnu, c'est un 1 que je n'avais pas identifié jusqu'à présent. Et voilà, on a bien vu qu'il n'était pas ni 1 ni 2. Allez, dernière petite modification. Je vais câbler une LED sur une sortie GPIO, par exemple la pin 19. Et je vais allumer cette LED si jamais on détecte le tag 1 ou le tag 2. Et je vais rester allumé pendant 2 secondes. Après, ça va s'éteindre. Et à chaque fois qu'on détectera un bon tag, 1 ou 2, ça va s'allumer avec cette temporisation. Revoir comment on fait les temporisations, je l'avais indiqué dans une précédente vidéo. Au niveau du code, ça change quoi? Ça change que lorsque l'on détecte le tag 1,
on print ici que c'est le tag 1 et en plus, on va write, c'est-à-dire changer l'état de la LED qui va passer à true. Pour le tag 1, pour le tag 2, pas pour les autres tags qui sont considérés comme incorrects, et je lance la temporisation. Au niveau du programme, on n'oublie pas le pin mode pour déclarer que la LED c'est une sortie, une broche en sortie. Ensuite, eh bien, dans la fonction identifier chaîne, j'ai inclus la commande de la LED qui va s'éteindre eh bien, lorsque la temporisation atteindra les 2 secondes et auquel cas on va faire l'extinction de la LED. Voilà, petite démo. Je commence avec le tag numéro 1. Hop, il est vu, la lumière s'allume un certain temps, je refais. Parfait. Le tag numéro 2, le plus petit, il est vu, la lumière s'allume, la LED s'allume aussi. Par contre, si je prends un tag inconnu, il est d'ailleurs resté dans son sachet, on voit bien que c'est un tag, on voit bien le code, mais ça ne s'allume pas. Ok, super. Bon, ben voilà, vous savez tout ou presque. À bientôt pour la suite. Je vous laisse deviner de quoi on va parler avec ce rébut.